février. Au Cambodge, enfin le procès des Khmers rouges, 30 ans après le génocide. L'un des génocidaires, Duc, est devant ses juges. Il dirigeait le centre de torture S21 où ont péri près de 12 000 personnes. Aujourd'hui, il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Reportage dans ce journal sur cette première journée d'audience historique. La crise aux Antilles françaises, la situation ne s'arrange pas. La tension est très forte ce matin encore en Guadeloupe. Après une nuit de violence, voiture incendiée, usage de gaz lacrymogène. Vous verrez toutes les images dans ce journal. L'aéroport de Pointe-à-Pitre a été fermé ce matin faute de personnel. Et puis le gouvernement soudanais a signé une déclaration d'intention pour une cessation des hostilités au Darfour avec le principal groupe rebelle, le GEM. Un accord qui intervient alors que l'on évoque, vous le savez, une probable inculpation du président soudanais Omar el-Béchir par la CPI, la Cour pénale internationale. Mais avant de développer ces titres, la situation est sous contrôle. En Guinée équatoriale, les forces gouvernementales ont réussi à mettre un terme à une attaque qui aurait visé apparemment le palais présidentiel à Malabo, la capitale. C'est en tout cas ce qu'annonce le gouvernement dans un communiqué. Alors le gouvernement n'emploie pas le terme de tentative de coup d'État, mais ça y ressemble, c'est le moins que l'on puisse dire. Selon des témoins, des hommes armés à bord de vedettes ont attaqué la capitale à l'aube, déclenchant fusillade avec les forces gouvernementales. Pour le moment, nous n'avons pas plus de précision. L'actualité africaine encore, la guerre au Darfour, cette province de l'ouest du Soudan, une guerre qui aurait fait plus de 300 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. On a appris ce matin qu'un accord a été signé au Qatar entre le gouvernement soudanais et le principal groupe rebelle, le mouvement pour la justice et l'égalité. Tout de suite, les précisions avec Mélodie Proust à Khartoum, la capitale du Soudan. C'est un accord sur des mesures de confiance qui permettra au gouvernement soudanais et au mouvement pour la justice et l'égalité, le GEM, d'engager des négociations en vue d'un accord de paix final, incluant notamment un cessez-le-feu et un échange de prisonniers. Donc le Premier ministre qatari a annoncé que les discussions détaillées relatives à cet accord final commenceraient dans 2 semaines. Donc c'est une étape importante qui mérite d'être signalée compte tenu de la complexité du dossier du Darfour, et c'est une avancée politique, étant donné que le GEM est un des mouvements rebelles du Darfour qui avait refusé de signer les accords de paix d'Abuja de 2006, qui avaient été conclus entre le gouvernement et une faction du groupe rebelle de Mini Menawi. Et c'est aussi le GEM qui avait lancé une offensive contre la capitale soudanaise en mai dernier. Mais ce n'est pas une étape majeure dans le sens où c'est seulement un accord de principe et non un accord de paix final dans lequel les deux protagonistes s'accordent à régler la question du Darfour de manière pacifique. Alors Mélodie, ce qui est intéressant, c'est que cet accord intervient alors que l'on évoque une probable inculpation du président soudanais Omar el-Béchir, une probable inculpation de la CPI, la Cour pénale internationale, qui pourrait intervenir dans les jours qui viennent. C'est une décision qui intervient dans un contexte assez mouvementé au Soudan, étant donné que donc, la CPI devrait rendre dans les jours qui viennent sa décision d'émettre ou non un mandat d'arrêt international contre le président soudanais Omar el-Béchir. Donc tout ça prouve bien que le gouvernement soudanais a tout fait pour accélérer le processus de négociation, pour éventuellement pousser le Conseil de sécurité de l'ONU à suspendre les procédures engagées par la Cour pénale internationale. Donc on verra dans les prochains jours si la signature de cette déclaration d'intention permettra d'interrompre ces procédures de la CPI. Un quart de la population du Cambodge a péri entre 1975 et 1979 sous le régime des Khmers rouges, un régime qui n'a jamais été jugé pour les atrocités commises. Il faut dire que la plupart des dirigeants, dont Pol Pot, le chef, sont morts. Reste Duc. Il dirigeait un centre de torture, le centre S21. Aujourd'hui, il est jugé. Il est le premier devant un tribunal parrainé par les Nations Unies, jugé 30 ans après les faits. Tout de suite, le point sur cette première journée d'audience. C'est un reportage de notre envoyé spécial Cyril Payen. Un premier jour d'audience pour un rendez-vous avec l'histoire. Des centaines de Cambodgiens sont venus tôt ce matin pour voir l'un des bourreaux de leur pays enfin présenté devant des juges. Ce que je demande à Duc, il faut parler de la vérité, ce qui c'est. Pour moi, c'est très important cette journée. C'est la journée d'accuser du Duc, mais aussi, c'est pour aider aussi à accuser le tribunal international de Khmer Rouge s'il ne travaille pas dans le conscient. Il est 9h, la cour arrive. Quel état d'esprit ce matin, monsieur le procureur? Content qu'on commence. Et il est vrai qu'il était temps. Le génocide Khmer Rouge a fait 2 millions de victimes et il a fallu attendre 30 ans pour avoir un tel tribunal. Trop tard, trop peu, Duc le tortionnaire est le premier à comparaître, mais une poignée d'autres chefs Khmer Rouges, déjà très âgés, risquent de mourir avant le début de leur propre procès. Pour beaucoup, comme pour les parties civiles, cette journée est tout de même historique.
Ce moment où les victimes, pour la première fois, croisent de leur regard leur bourreau et pour la première fois, ils sont face à lui, remplis de leurs droits en tant que partie civile. Et vous savez, c'est pas rien parce que c'est la première fois depuis Nuremberg. Ce premier jour au tribunal marque certainement une importante étape judiciaire. Reste à savoir si elle sera décisive pour le futur du Cambodge. Voilà, reportage Cyril Payen à Phnom Penh. La situation maintenant aux Antilles françaises, et ça ne s'arrange pas, notamment en Guadeloupe, où la grève contre la vie chère se poursuit. 28e jour de grève ce mardi. La préfecture a annoncé tout à l'heure la fermeture de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, faute de personnel. La tension est montée d'un cran hier et la nuit fut particulièrement violente. Alors ça, c'est pour la Guadeloupe, près de 2 semaines de grève en Martinique. Hier, près de 8 000 à 15 000 personnes ont notamment manifesté à Fort-de-France. Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance il y a tout juste un an, le 17 février 2008. Un an après, eh bien, ils sont nombreux encore les pays à ne pas avoir reconnu l'indépendance de l'ancienne province serbe. La Serbie, évidemment, s'y refuse toujours. Elle s'appelle Indépendance. Cette petite fille est le premier bébé né après la déclaration du 17 février 2008. Ce jour-là, le Kosovo faisait sécession et se séparait de la Serbie. Avec son peuple, elle fête son premier anniversaire sous l'objectif des caméras et sous l'œil bienveillant du Premier ministre Hashim Thaçi. L'enfant est devenu le symbole de la liberté de la jeune nation. Je vois le Kosovo membre du FMI, de la Banque mondiale, reconnu par toujours plus de pays, dont l'économie se développe, avec de meilleures conditions de vie et plus proche de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour l'instant, un doux rêve. Le pays a le sentiment de renaître, mais le quotidien de la population a finalement peu changé. C'est vrai, l'indépendance, ça a été notre grand succès de l'an dernier. Une année plus tard, si l'on prend l'exemple de l'économie, je pense que la vie n'a pas beaucoup évolué. Il y a des avancées positives, mais plus de choses auraient pu être faites. Le Kosovo, c'est la Serbie, dit ce panneau publicitaire. Car dans les faits, la partie serbe du Kosovo est toujours soutenue politiquement par Belgrade. Quant à la jeune génération de Serbes et d'Albanais de souche, elle ne parle même pas la même langue. Les Serbes du Kosovo affirment qu'ils ne se soumettront jamais à l'autorité de Pristina. Pour l'instant, le Kosovo est placé sous assistance financière et politique occidentale. Plusieurs missions de l'Union européenne, de l'ONU et de l'OTAN sont sur place. Les responsabilités s'enchevêtrent parfois. Du coup, même les spécialistes se demandent qui dirige vraiment le Kosovo. En France, fin de la cavale pour les 2 évadés de la prison de Moulins-Yzeure. L'un des 2 fugitifs, Christophe Kider, a été hospitalisé aujourd'hui après avoir été blessé par balle au thorax lors de son interpellation. Selon l'hôpital, il serait maintenant dans un état stable. La cavale a pris fin ce matin près de Créteil dans le Val-de-Marne après une course-poursuite et une fusillade avec la police. Quand la politique se mêle au sport, les autorités des Émirats Arabes Unis ont refusé de délivrer un visa à une joueuse de tennis israélienne qui participe à un tournoi à Dubaï. Un joueur de double, également de nationalité israélienne, pourrait lui également être interdit de séjour. Autant dire que cette décision a fortement déplu à la Fédération internationale de tennis et l'avenir du tournoi, un tournoi qui a été créé il y a 17 ans maintenant, eh bien, est aujourd'hui remis en question. Et on se quitte avec ces images sublimes de Venise. Venise et son célèbre carnaval qui a démarré samedi. Des milliers de touristes sont actuellement dans la cité des Doges pour admirer costumes et masques. Et le carnaval de Venise, eh bien, c'est jusqu'au 24 février.